une jeune fille de 17 ans a été retrouvée dans le coffre d'une vieille voiture. L'histoire choquante de Marin Farley. Dans l'État de l'Iowa, en septembre 1971, s'est produite la mystérieuse disparition de la jeune Pam. Quelques jours plus tard, une découverte inquiétante a été faite dans la forêt. Des traces d'un incident ont été trouvées sur une vieille voiture. Les enquêteurs avaient plusieurs suspects. Parmi eux se trouvait un inconnu amical qui avait offert son aide à Pam, son vieil ami, qui peu après l'incident fut admis dans une clinique psychiatrique, et l'ancien compagnon de cellule de son mari, chez qui une photo de la jeune femme a été trouvée. Cedar Rapids était connue comme la ville des 5 saisons et était considérée comme l'un des endroits les plus paisibles du Midwest. C'est pourquoi la nouvelle de l'incident dans la forêt a secoué les habitants. Dès les premiers jours de l'enquête, il était clair qu'il serait difficile de trouver le coupable. Cependant, même un petit indice pouvait être décisif dans la recherche de la vérité. Vers 18h40, un appel est arrivé au poste de police local. La femme qui appelait signalait une découverte inhabituelle faite par de jeunes chasseurs d'écureuils. Les jeunes ont remarqué quelque chose d'inhabituel entre les arbres en marchant sur le sentier forestier. En s'approchant, ils ont vu une silhouette immobile sur le coffre d'une voiture endommagée. L'état des lieux indiquait que tout ne s'était pas passé aujourd'hui. Bouleversés par ce qu'ils ont vu, les jeunes se sont précipités chez eux pour chercher des adultes. Peu après, l'officier Roland Eke a reçu un message radio concernant la découverte inquiétante dans la forêt. L'agent de patrouille et son partenaire ont reçu un message du centre de contrôle leur demandant de vérifier River Road, où 2 passants avaient fait une découverte inquiétante près d'une vieille voiture. Après environ 50 mètres dans la forêt, ils ont trouvé l'endroit mentionné dans le rapport. La première chose qui a frappé les policiers était l'état du véhicule. Il était évident qu'il était là depuis très longtemps. Les mauvaises herbes avaient poussé jusqu'au toit. Malgré la description précise des témoins, les agents ont été affectés par la vue. Roland a soigneusement examiné la zone autour de la voiture et le long de la route, mais n'a pu trouver aucune trace de personne ou de véhicule. Il a alors appelé des renforts. Les enquêteurs arrivés ont immédiatement déterminé qu'un incident s'était produit. En examinant la voiture, ils ont trouvé un indice important indiquant que la jeune femme n'était pas venue volontairement dans la forêt. L'absence de chaussures et les pieds propres indiquaient que quelqu'un l'avait portée ici. Les experts ont déterminé que l'incident remontait à au moins 5 jours. L'état de ses vêtements, pulls et chemises placés de manière anormale, jeans mal ajustés, indiquait la nature de ce qui s'était passé. À sa main droite, elle portait une bague d'amitié, à la gauche une alliance et une bague de fiançailles. Malgré les circonstances extérieures, la personne trouvée était dans un état préservé. Aucun document ou indice sur ce qui s'était exactement passé n'a été trouvé à proximité. Cependant, les experts expérimentés soupçonnaient que le choix d'un lieu aussi isolé indiquait un incident planifié. La découverte a été faite dans un endroit isolé en dehors de Cedar Rapids, sur Gravina Road. Il était évident que quelqu'un avait délibérément choisi cet endroit caché pour effacer les traces. À 1 kilomètre se trouvait la décharge municipale. C'est pourquoi le trafic sur la route était rare. Pendant que les experts cherchèrent des indices sur la scène de crime, les questions principales restaient sans réponse. L'identité de la jeune femme et les raisons de ce qui s'était passé. Les enquêteurs de Cedar Rapids attendaient les conclusions des experts. L'examen médical a révélé une lésion cérébrale causée par un coup violent à la tête. Le spécialiste soupçonnait que la jeune femme avait perdu conscience après le premier coup et l'absence d'aide immédiate avait conduit à des conséquences irréparables. Selon le médecin, l'auteur n'avait peut-être pas prévu une telle issue. Après avoir réalisé ce qui s'était passé,
L'auteur a tenté d'effacer les traces. Selon le rapport des experts, l'incident s'est produit environ 1 semaine avant la découverte. Cela confirmait les soupçons initiaux des enquêteurs travaillant sur la scène de crime. Les preuves trouvées sur la scène de crime indiquaient des circonstances graves de l'incident. Cependant, pour l'enquête, l'identification de la victime est devenue la tâche prioritaire. Les enquêteurs ont soigneusement examiné les récents rapports de personnes disparues. L'attention s'est portée sur le cas de la disparition d'une jeune femme nommée Marin Farley. Des caractéristiques particulières, y compris un tatouage sur le bras, ont aidé à établir un lien avec l'incident dans la forêt. Le cadre temporel de la disparition correspondait au rapport des experts. La première à donner l'alarme fut la gérante du restaurant local où travaillait Marin. Elle s'est inquiétée lorsque l'employé ne s'est pas présenté pour le 3e quart consécutif. La directrice a souligné la fiabilité exceptionnelle de Marin. Elle n'était jamais en retard et prévenait toujours si elle ne pouvait pas venir. Inquiète du long silence, la gérante s'est rendue à la résidence. Dans la chambre de Marin, tout semblait normal, sauf un détail. L'uniforme de travail manquait dans l'armoire. Marin travaillait comme serveuse au Aids Café. Les collègues la décrivaient comme une employée responsable. Selon l'enquête, elle a été vue pour la dernière fois le vendredi 17 septembre au matin après le quart de nuit. Le 20 septembre, la gérante a déposé un rapport de personnes disparues à la police. Les enquêteurs ont appris des connaissances de Marin qu'elle avait récemment déménagé de Sioux City. La raison du déménagement a particulièrement attiré l'attention des autorités. Il s'est avéré que Marin s'était marié très jeune. Peu après le mariage, David, le mari de Marin, a été admis dans un établissement correctionnel près de Cedar Rapids. Marie s'est installée à proximité. Elle a loué une chambre dans la résidence et a trouvé un emploi de serveuse pour être plus proche de son mari. Normalement, elle rendait visite à son mari presque chaque semaine. Mais ce week-end, elle a rompu sa routine. Une rencontre suivie d'une visite à l'église était prévue le dimanche, mais Marin n'est pas apparu et n'a pas pu être contacté. Personne ne l'a vu depuis. Selon l'enquête, quelque chose s'est passé entre le départ matinal au travail le vendredi et la soirée du même jour. Au cours de l'enquête, les officiers de Cedar Rapids se sont rendus à Sioux City pour parler à Mary, la mère de Marin. Cette étape s'est avérée importante pour l'affaire. La femme sentait que quelque chose n'allait pas. Elle était convaincue que sa fille ne disparaîtrait pas, sans raison. Après 4 jours, les mêmes officiers ont apporté la triste nouvelle à Mary. Ce fut un coup dur pour elle, bien qu'elle ait pressenti le malheur. La nouvelle de ce qui s'était passé l'a laissée sans voix. Il était particulièrement difficile pour les proches de se souvenir comment était Marin. Elle était considérée comme la fierté de la famille Brubaker et était l'aînée de 7 enfants. Tous se souvenaient d'elle comme intelligente, joyeuse et responsable. Marin est née le 4 juillet, ce qui, selon sa mère, a influencé son caractère. Elle était rayonnante comme un feu d'artifice et toujours en avance sur son temps. Elle voulait grandir rapidement. Marin aimait tous ses frères et sœurs plus que tout, mais elle avait une relation particulièrement étroite avec sa sœur cadette Lisa. Elles étaient inséparables. Partout où allait Marin, Lisa la suivait. Cette attention pour sa sœur cadette a fait mûrir Marin très tôt. Jeune, elle a rencontré David Farley et une forte affection s'est enflammée entre eux. Très jeune, ils ont décidé de se marier. C'était un amour vrai et passionné. David venait d'une famille aisée et Marin était comblé avec lui. Mais leurs rêves d'une longue vie heureuse se sont brisés quand David a été pris en train de frauder par chèque. Il a été condamné à 3 ans de prison. La décision de Marin de déménager à Cedar Rapids pour lui a conduit à des événements tragiques.
Les enquêteurs n'avaient qu'un à que peu de preuves recueillies sur la scène du crime. Même les échantillons obtenus n'avaient pas de valeur particulière jusqu'à l'introduction de l'analyse ADN. Les enquêteurs ont compris que la clé de la solution résidait dans le travail de recherche. Ils devaient retracer le chemin de Marin jusqu'au moment de sa rencontre avec l'agresseur. En premier lieu, ils ont minutieusement examiné sa chambre. Lors de la fouille des effets personnels, les forces de l'ordre ont examiné le journal intime et la correspondance de Marin, mais n'ont rien trouvé de remarquable. Les notes montraient qu'elle était une jeune femme rêveuse qui essayait de faire face aux difficultés de la vie. Seul son uniforme de travail manquait dans sa chambre. Au cours de l'enquête, les officiers ont interrogé les résidents sur les événements de la journée. Les témoignages des voisins ont fourni la première piste importante. La gardienne a rapporté avoir entendu une conversation dans la chambre de Marin. Elle a noté que la conversation se déroulait sur un ton calme et n'éveillait pas de soupçons. La seule chose qui a attiré son attention était que l'un des interlocuteurs parlait d'une voix profonde. La gardienne a également mentionné un autre détail intéressant. Dans la pièce, il y avait un net arôme de tabac avec une note sucrée inhabituelle. Bien qu'elle n'ait pas vu le visiteur elle-même, elle se souvenait exactement de l'heure, après-midi, le 17 septembre. C'est exactement ce jour-là que le contact avec Marin a été rompu. Les enquêteurs ont essayé de trouver des témoins qui auraient pu la voir après la conversation avec le visiteur inconnu. Mais la recherche était restée infructueuse. Personne n'avait plus vu ou parlé à la jeune femme. Les proches de Marin étaient désemparés. Ils ne pouvaient pas imaginer qui pourrait être le mystérieux fumeur ou qui pourrait lui vouloir du mal. Selon eux, Marin était aimé de tous, n'avait pas d'ennemis et ne se plaignait jamais de conflits. Elle s'entendait facilement avec les gens. Les proches n'avaient aucune idée de qui pourrait être derrière sa disparition. L'enquête a pris un nouvel élan grâce aux informations d'une collègue de Marin. Elle a rapporté que son amie avait parlé de plans pour le vendredi soir. Elle voulait rencontrer une vieille connaissance de Sioux City qui avait promis de l'emmener quelque part, sans donner de détails. Cette connaissance était Bobby Moore, qui a immédiatement attiré l'attention des enquêteurs. La vérification a révélé son passé difficile avec plusieurs arrestations. Les forces de l'ordre ont décidé de suivre cette piste de plus près. Le mari de Marin, David, lui avait demandé de se tenir à l'écart de Moore. Il connaissait plusieurs cas où Bobby avait montré de l'agressivité envers les femmes. Il avait averti sa femme d'être prudente avec cet homme. Au cours de l'enquête, de nouveaux détails sont venus au jour. Une connaissance de Marin a rapporté avoir vu Bobby Moore à Cedar Rapids peu après sa disparition. Il a expliqué sa présence par le désir d'aider à rechercher son ami. Quand les enquêteurs ont voulu parler à Moore, ils ont découvert une circonstance troublante. Le jour de la découverte de Marin, il s'était fait admettre volontairement dans une clinique psychiatrique à Sioux City. Les enquêteurs soupçonnaient que cela pourrait être lié à des remords. Les enquêteurs soupçonnaient que c'était exactement ce qui l'avait poussé à chercher de l'aide médicale. Ils le soupçonnaient d'être impliqué dans l'incident. Cependant, si Moore avait espéré que l'hospitalisation le protégerait de l'enquête, il s'était trompé. Quand il a appris l'incident avec Marin, il a catégoriquement nié toute implication. Selon ses dires, il la considérait comme une sœur et n'avait rien à voir avec sa disparition. Il affirmait être à Sioux City à ce moment-là. On lui a proposé de se soumettre à un test de détecteur de mensonges. À la surprise de la police, les résultats du test ont été en sa faveur. Les enquêteurs n'ont pu trouver aucune preuve concluante de son implication dans l'incident. Néanmoins, il n'a pas pu être complètement rayé de la liste des suspects. Et bientôt, une autre personne a attiré l'attention des enquêteurs.
Au cours de l'enquête, les détectives ont continué à recueillir des informations sur tous ceux qui avaient eu des contacts avec Marin à Cedar Rapids au cours des 3 dernières semaines. Une attention particulière a été portée à la personne de Gary Cassels. Cet homme n'est pas entré dans le radar de la police par hasard. Il partageait une cellule avec David Farley. La connaissance avec Marin s'est faite lors de ses visites à son mari. Gary a été libéré peu avant la disparition de Marin, alors que David était encore en détention. En interrogeant Cassel, les enquêteurs ont examiné ses effets personnels et fait une découverte troublante. Dans son portefeuille, ils ont trouvé une photo de Marin Farley. Cela a soulevé de nombreuses questions pour les enquêteurs. Ils étaient particulièrement intéressés de savoir pourquoi il gardait sa photo et quelle relation existait entre eux. Le soupçon est né qu'il avait développé un intérêt particulier pour elle pendant ses visites en prison. Et cette piste devait être vérifiée. Les enquêteurs ont reconstitué tous les mouvements de Gary depuis sa libération jusqu'au soir de la disparition de Marin. Il y avait des soupçons qu'il montrait un intérêt particulier pour elle et avait commencé à l'observer. Dans la salle d'interrogatoire, les enquêteurs ont essayé de faire pression sur Gary Cassel. Aux questions sur l'incident avec Marin, il a répondu par la négative. Gary a indiqué qu'il était loin de Cedar Rapids le 18 septembre et qu'il pouvait le prouver. Il a effectivement réussi à fournir des preuves de sa présence ailleurs ce jour-là. Plus tard, les officiers ont réexaminé la chambre de Marin pour trouver des traces de la présence de Gary ce matin-là, quand l'administratrice avait entendu une voix masculine. Cependant, aucun lien n'a pu être établi entre Gary et l'incident. Aucun fait n'a été trouvé indiquant son implication. Bien que Cassel n'ait pas pu expliquer la présence de la photo de Marin dans son portefeuille, cette piste prometteuse n'a pas aidé à faire avancer l'enquête. Les enquêteurs sont alors retournés au restaurant où Marin travaillait et ont réinterrogé ses collègues et clients. Cette fois, leurs efforts ont porté leurs fruits. Ils ont obtenu des informations importantes. L'un des clients réguliers nommé George a rapporté avoir vu Marin le jour de sa disparition avec un inconnu qui ressemblait à un hippie. Les enquêteurs ont demandé aux proches de la jeune femme s'ils connaissaient quelqu'un correspondant à cette description. Le mari de Marin, David, a immédiatement attiré l'attention de la police sur George comme personne suspecte. Lorsque les forces de l'ordre ont examiné le passé de George, ils ont compris les inquiétudes de David Farley. Il s'est avéré que George avait offert à Marin l'aide de ses connaissances pour la libération de son mari. La question demeurait. Était-ce un désir sincère d'aider ou un moyen de se rapprocher de la jeune femme? Connaissant ses difficultés, il avait proposé de réparer sa voiture. Les enquêteurs doutaient cependant du désintéressement de cette offre, particulièrement compte tenu de la différence d'âge considérable entre eux. George a expliqué aux policiers que lors d'une conversation nocturne avec la jeune serveuse, il avait décidé d'offrir son aide. Selon ses dires, il avait été touché par les problèmes de la jeune femme qui se trouvait dans une situation de vie difficile. Les enquêteurs doutaient de son histoire et se sont renseignés sur sa localisation au moment de la disparition de Marin. Il a indiqué qu'il était au travail. La vérification a confirmé. Il se trouvait effectivement au dépôt de bus Cedar Rapids de 13h à 21h. L'analyse du cadre temporel a montré que l'emploi du temps de George ne lui permettait pas d'être impliqué dans l'incident. Les enquêteurs ont dû chercher d'autres pistes. Mais après une vérification approfondie de tous les indices possibles, ils se sont retrouvés dans une impasse. Jusqu'en 1972, l'enquête était dans une impasse. Les forces de l'ordre ont vérifié tous les participants possibles, mais chacun avait un alibi confirmé. Pour les proches de Marin, l'absence de progrès est devenue une nouvelle épreuve dans une série de charges émotionnelles. La famille avait du mal à trouver la force de faire face à ces circonstances. Ce qui est arrivé à Marin a particulièrement affecté sa mère. Seule avec 6 enfants, elle trouvait chaque matin la force de se lever et de s'occuper d'eux. L'événement a profondément secoué toute la famille
Ces expériences ont probablement influencé le parcours de vie de Lisa, la sœur de Marine, qui a décidé de travailler dans les forces de l'ordre. Pendant de nombreuses années, elle a utilisé sa position pour rappeler à ses collègues de Cedar Rapids comment l'affaire non résolue avait affecté sa famille. Dans l'âme des proches est restée une profonde tristesse. Ils cherchèrent des réponses aux questions. Qui l'a fait et pourquoi précisément Marin? Pendant plus de 30 ans, l'affaire Marin-Farley est restée dans les archives du département de police de Cedar Rapids. En 2006, un nouvel enquêteur a repris l'affaire et a découvert des preuves non examinées. Il a envoyé les échantillons trouvés au laboratoire pour une analyse moderne. Les résultats obtenus ont ouvert de nouvelles perspectives dans l'enquête. Après les analyses de laboratoire les plus modernes, les experts ont réussi à créer un profil génétique du suspect présumé. Les enquêteurs espéraient que les nouvelles découvertes et les méthodes d'investigation avancées les mèneraient à la solution du mystère de la disparition de Marin. Cependant, la comparaison du profil obtenu avec la base de données n'a donné aucune correspondance. Cela a conduit à un nouveau retard dans l'enquête de 9 années entières. En 2015, l'enquêteur Matt Denlinger, après un examen minutieux de tous les documents, a créé une liste de 75 noms de personnes mentionnées dans la phase initiale de l'enquête. Il était fermement déterminé à obtenir des échantillons génétiques de chacun d'entre eux. Cette tâche s'est avérée difficile et chronophage. L'enquêteur devait localiser toutes les personnes sur la liste, prélever leurs échantillons biologiques et attendre les rapports des experts. La vérification d'autant de personnes pouvait prendre des années. Pour accélérer le processus, il a fait appel au lieutenant retraité Ken Oshburn et à l'ancien enquêteur J.D. Smith. L'équipe a décidé de commencer par les premiers noms sur la vaste liste de Denlinger, en se concentrant particulièrement sur 2 personnes qui avaient suscité l'intérêt des enquêteurs dans les années 70. Ils ont réussi à trouver Bobby Moore et à prélever l'échantillon requis. Après vérification, il a été écarté comme suspect. Lorsque l'analyse de Harry Castle n'a pas non plus donné de correspondance, l'enquête s'est à nouveau retrouvée dans une impasse. En 2018, une nouvelle méthode d'investigation est apparue, la généalogie médico-légale. Cette méthode avait aidé à résoudre plusieurs cas sensationnels en Californie. L'enseignante de Cedar Rapids espérait que cette approche aiderait aussi dans sa situation. Les enquêteurs étaient convaincus du succès de la nouvelle méthode. Cependant, après l'envoi des preuves au laboratoire, il s'est avéré que le matériel était trop endommagé pour l'analyse. Malgré la déception, l'équipe n'a pas abandonné et a poursuivi la recherche par d'autres moyens. En reprenant l'enquête, ils se sont concentrés sur une personne qui avait soulevé des questions pour l'équipe précédente. George Smith, un client fréquent du restaurant local. En vérifiant son passé, ils ont remarqué que du matériel génétique n'avait jamais été prélevé de lui, pour comparaison. En étudiant la biographie de George Smith, les enquêteurs ont appris qu'il était décédé en 2013 à l'âge de 94 ans. Dans un article commémoratif, les amis parlaient chaleureusement de l'homme d'affaires apprécié de Cedar Rapids. Particulièrement mémorable était la mention de l'arôme caractéristique de tabac sucré qui entourait toujours George. Ces mots et la photo du vieux Smith ont attiré l'attention de l'enquêteur J.D. Smith. Il s'est souvenu d'un détail important. Le concierge de la résidence avait mentionné l'odeur sucrée de cigare près de la chambre de Marin le jour de sa disparition. À ce moment, l'enquêteur a réalisé que c'était exactement cet homme qui avait été là ce jour-là. Il s'est avéré que George Smith n'avait pas été honnête lorsqu'il avait parlé de son quart de travail au dépôt de bus ce vendredi-là. Cette circonstance a poussé les enquêteurs à examiner sa personne plus en détail. Son comportement excessivement amical les rendait particulièrement méfiants. Les policiers des années 70 le regardaient déjà avec méfiance à l'époque. Maintenant,
l'équipe devait examiner minutieusement tous les aspects de la vie de George Smith en 1971 pour comprendre son implication possible dans l'incident. Il s'est avéré que Smith s'était séparé de sa femme peu avant l'incident. À cette époque, il vivait très près de la résidence où vivait Marin. Cela signifiait qu'il pouvait facilement connaître sa localisation. Il est notable que Smith travaillait dans la collecte des ordures. Grâce à ce travail, il connaissait bien le chemin vers la décharge où Marin a été trouvé plus tard. Les enquêteurs ont planifié un examen supplémentaire pour obtenir un échantillon d'ADN. Cependant, les pompes funèbres ont partagé une nouvelle désagréable. Il n'y avait plus de possibilité de prélever un échantillon. L'enquête s'est à nouveau retrouvée dans une impasse. Alors Denlinger a développé une approche différente. Il a décidé d'obtenir un échantillon d'ADN de l'un des enfants de Smith. Matt a trouvé sa fille, qui a accepté d'aider dans l'enquête. L'échantillon a été envoyé pour analyse. Le 24 septembre 2021, exactement 50 ans après ce jour fatidique, les résultats de l'analyse sont arrivés. Ils ont confirmé l'implication de George Smith dans la disparition de Marin. La date des résultats n'a pas semblé fortuite aux enquêteurs. Un demi-siècle s'était écoulé. Les enquêteurs avaient du mal à assimiler ce qui s'était passé, tout comme les proches de Marin, lorsqu'ils ont reçu la nouvelle qu'ils attendaient depuis 50 longues années. L'enquêteur Matt Denlinger se souvient de chaque seconde de la conversation avec la sœur de Marin. La réaction émotionnelle de Lisa s'est gravée à jamais dans sa mémoire. Mais ce qui l'a le plus surpris, ce sont ces mots. « Ma mère est ici. Dites-le lui. » Matt était stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que la mère de Marin soit encore en vie. C'était exactement ce genre de moment qui l'avait conduit, lui et ses collègues, à travailler dans l'application de la loi. Il eut l'honneur d'informer la dame âgée que l'affaire de sa fille était enfin résolue, même si c'était après si longtemps. La famille de Marin ne trouvait pas les mots pour remercier les enquêteurs qui n'avaient ou pas abandonné et avaient mené l'affaire à son terme. Ce moment était spécial, un triomphe de la justice, une victoire de la lumière sur l'obscurité. Les événements exacts de ce jour, où les chemins de Marin Farley et George Smith se sont croisés, sont restés inconnus. Mais les preuves rassemblées ont aidé les enquêteurs à reconstituer le déroulement possible des événements. Ils supposent que George avait probablement invité Marin sous prétexte de l'aider, peut-être pour des conseils juridiques ou une réparation de voiture. Quand Marin est arrivé, George a apparemment essayé d'attirer son attention. Après qu'elle eut repoussé ses tentatives d'approche, la situation a pris un tournant tragique. La situation est devenue incontrôlable. Il s'est produit un incident après lequel Marin s'est retrouvé dans un état impuissant. Smith n'avait probablement pas prévu un tel résultat, mais ses actions ont conduit à des conséquences irréparables. Selon les enquêteurs, il est resté dans sa maison jusqu'à la tombée de la nuit. Quand il a fait sombre, Smith a conduit jusqu'à une zone boisée isolée. Les enquêteurs pensent donc que George s'y est rendu en voiture. Dans la forêt, il s'est dirigé vers un ravin où se trouvait une vieille voiture abandonnée. Après avoir laissé des traces de sa présence sur le coffre de la voiture abandonnée, il a disparu des lieux. Bien que les proches de Marin s'aient été reconnaissants pour les réponses reçues, la conclusion de l'enquête a ravivé de vieux sentiments qu'ils avaient essayé d'oublier pendant des années. Malheureusement, tous les proches n'ont pas vécu ce moment. Les deux frères de Marin et son père n'ont jamais connu toute la vérité sur ce qui s'était passé. Les enquêteurs espèrent que la résolution de cette vieille affaire porte un message important. Les familles des victimes ne doivent pas perdre espoir et les coupables doivent se rappeler. La loi n'oublie pas.